Une émission 100% santé qui, pour cette édition, s'intéresse à une maladie qui peut être longtemps silencieuse. On rassemble donc aujourd'hui les thèmes de diabète et de ophtalmologie. Pour en parler, le docteur Mirella Verschuren, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Aude Aubrezin, spécialiste FMH en ophtalmologie, ophtalmo-chirurgien et spécialiste de la rétine Suisse Visio à Montchoisy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission qui fait écho à la journée mondiale du diabète fixée chaque année au 14 novembre, date associée à l'histoire de l'insuline puisque le 14 novembre est la date de naissance du Canadien Frédéric Grant-Banting. C'est lui qui a découvert l'insuline il y a 100 ans. On a campé le décor. Maintenant, on va s'intéresser à la définition. Concrètement, qu'est-ce que le diabète, docteur Verschuren ? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me permet de parler d'une maladie qui ne cesse pas d'augmenter dans le monde. On assiste actuellement à une pandémie de diabète. Je vais revenir avec des chiffres. Et maintenant, pour parler de la définition du diabète, le diabète est caractérisé par une augmentation anormale de la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. On parle d'une glycémie normale quand la glycémie à jeun est à 5,5 mmol per litre, soit 1 gramme per litre. On parle du diabète si celle-ci, la glycémie à jeun à 2 reprises, dépasse 7 mmol per litre. C'est une hormone qui s'appelle l'insuline, sécrétée par les cellules bêta du pancréas, qui permettent de réguler la glycémie et maintenir son taux dans les normes. Son action est indispensable car elle facilite l'utilisation du sucre par les cellules de l'organisme. Donc là, on a la définition du diabète. Quelles peuvent être les causes justement de ce dérèglement ? Pour parler des causes du diabète, je dois vous parler déjà de deux types de diabète. Il s'agit, le premier, le diabète de type 1, et ce diabète apparaît en principe durant l'enfance, l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Il touche environ 5 à 10% des diabétiques. Et la cause de ce diabète est une déficit en insuline produite par les cellules bêta, comme je disais tout à l'heure. Le mécanisme est immunitaire. En fait, l'organisme sécrète des anticorps qui s'attaquent à ses propres organes. Ce diabète, c'est un diabète qui nécessite d'emblée un traitement par injection d'insuline, traitement qui sera continué à vie. Et puis, nous avons le diabète de type 2 qui est le plus fréquent et qui touche 90% des patients diabétiques. Et puis, la cause de ce diabète est en règle la résistance à l'insuline. En fait, pour pallier à cette résistance, l'insuline va être produite dans un premier temps en excès, ce qui risque à long et moyen terme d'épuiser le pancréas. Dans la plupart des cas, cette résistance à l'insuline est liée aux surcharges pondérales. Et il faut que je dise dès maintenant que les signes peuvent apparaître tardivement. La maladie, parfois, reste longtemps silencieuse et on la découvre par les biais de complications. Je vais donner la parole à ma collègue pour qu'il nous dise combien de patients qui ont une rétinopathie ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Les chiffres ne sont pas définitifs par rapport à quelle est la découverte de la maladie de base sur le fait de la rétinopathie diabétique. Il existe effectivement des patients qui consultent pour une baisse de vision indépendamment de la connaissance de la maladie et chez qui on découvre à l'examen de leur rétine des modifications de l'architecture des vaisseaux, des modifications de la rétine qui sont tout à fait typiques d'une maladie diabétique et c'est bien correct qu'il arrive parfois qu'on pose le diagnostic de diabète sur la base de l'examen ophtalmologique et je pense que c'est effectivement un point important par rapport au silence que la maladie peut avoir aussi bien sur la vue que sur la santé générale. Cette maladie peut passer inaperçue et donc
être découverte sur des atteintes d'organes cibles comme l'œil. C'est par rapport maintenant à la deuxième question que vous m'avez posée, qui est la question des chiffres. Les chiffres sont aussi connus par rapport à la rétinopathie diabétique. Donc on sait qu'entre 10 à 15% des patients vont avoir une rétinopathie diabétique à des stades de sévérité différents sur lesquels on reviendra certainement plus tard dans l'émission. Donc d'où l'importance d'un diagnostic précocement, notamment chez les patients à risque, c'est qu'ils ont déjà une surcharge pondérale, des antécédents familiaux de diabète, etc. Donc le régime, la réduction pondérale et l'activité physique sont les éléments majeurs du diabète. Et c'est peut-être l'idée avec laquelle on doit rester après cette émission. Donc on doit être vigilant, on doit aussi avoir une hygiène de vie. Alors c'est valable sur plein de sujets, mais là vous attirez notre attention notamment sur les maladies qui peuvent engendrer ce diabète. Concrètement, quels sont les symptômes? À quel moment le signal d'alarme pour quelqu'un qui est en train de nous écouter actuellement ou de nous regarder se dit là il faudrait peut-être que je consulte ou que je me fasse dépister? Quand on parle du diabète, on parle d'une destruction de plus de 50% des cellules bêta qui sécrètent l'insuline. Donc, quand il y a une hyperglycémie dans le sang, le premier signe, c'est l'amaigrissement avec une soif et des urines abondantes, ce qu'on appelle une polyurie. C'est le syndrome cardinal du diabète. Ensuite, nous pouvons avoir des troubles visuels et surtout la vision floue. Peut-être... vous pourriez revenir là-dessus. Une tendance accrue au risque d'infection, ainsi qu'un défaut de cicatrisation, une fatigue intense, et parfois, dans le cas du diabète de type 1, on peut arriver même à un coma diabétique. Pour le diabète de type 2, comme ma collègue a déjà dit, la maladie peut rester longtemps silencieuse. Actuellement, un patient sur 3 ne sait pas qu'il est diabétique. Et on découvre cette maladie par le biais des complications, par le biais d'une plaie qui n'arrive pas à guérir, etc. Bon, je pense que dans les symptômes d'appel, si on parle maintenant des maladies oculaires, là aussi, longtemps, la maladie peut rester tout à fait silencieuse. C'est-à-dire que le patient n'aura pas de symptômes, n'aura pas de baisse de vision, n'aura pas de flou visuel et donc n'a pas de douleur non plus. C'est important à dire que ce n'est pas douloureux. La maladie oculaire diabétique n'est pas une maladie douloureuse. Donc, effectivement, ce n'est pas par le fait de se dire « je ne ressens rien, je n'ai pas mal, je vois très bien que je n'ai pas de maladie oculaire liée au diabète ». En revanche, si maintenant on parle d'un ou d'une patiente qui a une maladie oculaire, alors oui, ça peut effectivement être des flous visuels transitoires, et ça, c'est des mécanismes qui sont bien connus de nos patients diabétiques. On a d'ailleurs des patients qui presque historiquement suivaient leur glycémie par ces flous visuels. Je sens que je commence à voir flou, ça veut donc dire que mon diabète n'est pas équilibré et je prends les mesures nécessaires. Donc effectivement, le flou visuel transitoire qui est au fond lié à une variation de la concentration de la glycémie dans les humeurs aqueuses et dans les corps vitrés de l'œil, ça se charge en sucre et donc la réfraction, la focale de la vision va changer et ça va engendrer un flou visuel qui, lui, va entièrement s'amender sous l'effet de la stabilité de la glycémie. Ça, ce sont des choses qui sont très passagères, donc somme toute ennuyeuses, mais qui ont l'avantage d'être bruyantes sur le plan du flou visuel et donc d'alerter le patient. Il est beaucoup plus important de parler de la situation où, effectivement, il n'y a aucun symptôme de flou visuel ou aucune douleur, alors que la maladie peut être présente dans l'œil du patient. Et là, ça passe uniquement par un examen ophtalmologique qui va être effectivement nécessaire pour tous les patients diagnostiqués, mais qui de toute façon, dans un contexte de dépistage et de santé, de prévention de santé, va être nécessaire d'être fait de façon routinière, indépendamment que l'on soit diabétique ou pas. Alors on dit routinière, mais il y a quand même un espace-temps. C'est quoi, toutes les années à partir d'un certain âge? Donc
Donc pour consulter un ophtalmologue, on dit qu'entre l'âge de 45-50 ans, il faudrait avoir, à moins qu'on ait une maladie oculaire connue avant, ou des historiques familiales qui peuvent être tout à fait significatives, il est nécessaire effectivement de faire un contrôle à partir de cet âge-là, qui correspond souvent à l'âge auquel on commence à avoir de toute façon recours à des lunettes pour la vision de proximité. Et c'est tout à fait conseillé à ce moment-là de faire un examen de dépistage, effectivement. Ensuite, pour le patient diabétique spécifiquement, ça va bien sûr dépendre de son type de diabète, mais aussi du moment du diagnostic et de la sévérité de la maladie que le patient aura au fond d'œil. C'est-à-dire qu'un patient qui a une maladie débutante pourra être consulté annuellement. En revanche, un patient qui a une maladie déjà sévère oculaire devra venir parfois tous les mois, parfois tous les 6 mois, selon un rythme qui sera défini en fonction finalement du stade de sévérité de sa maladie oculaire. Alors, on l'a entendu, notamment l'importance du diagnostic, mais aussi la façon de suivre après les patients atteints de diabète, l'importance du diagnostic pour mettre en place des traitements adaptés. Car si la maladie est longtemps silencieuse, il y a des traitements adaptés et vous pouvez aussi en témoigner, docteur Verschueren. Oui, bien sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plus important, c'est de faire le dépistage, donc dépister des maladies au plus rapidement possible pour éviter justement les dégâts liés aux complications du diabète. Plus c'est pris tôt, mieux ça se soigne, on peut le dire comme ça. Plus c'est pris tôt, mieux ça se soigne, mieux on répond au traitement. On peut faire déjà en prévention du diabète parce que les patientes sont déjà dans un stade de pré-diabète. Et on peut intervenir sur le mode de vie, on peut intervenir sur l'incitation à faire plus d'activité physique et changer en fait leur façon de vivre. Oui. Alors comment se pose le diagnostic concrètement ? Concrètement, le diagnostic, c'est très simple. C'est pour ça qu'on peut le faire. J'incite à le faire. C'est 2 glycémies veineuses à jeun supérieures à 7 millimoles par litre. Donc, si la glycémie dépasse 7 millimoles par litre, on parle du diabète. Maintenant, on a un autre moyen de diagnostiquer le diabète qui est l'hémoglobine glycosylée ou l'hémoglobine glyquée, qui est en fait le taux de sucre lié au globe rouge. Et on parle du diabète quand ce paramètre dépasse 6,5%. C'est un très bon moyen de suivi par la suite qui nous donne un indice de l'efficacité du traitement et du changement qu'on pourrait apporter quand le diabète n'est pas contrôlé. Et à partir de quel moment on est redirigé vers un spécialiste ? Pour diriger vers un spécialiste, ça dépend en fait de l'état clinique du patient et puis l'ancienneté du diabète. Donc j'estime que tous les patients diabétiques, ils ont droit de voir un cardiologue, ils ont droit de voir un néphrologue. Il y a après des critères stricts pour envoyer chez le néphrologue. Ils peuvent voir un neurologue. C'est très important dès le début de voir un podologue. Et tous les ans, moi, j'envoie mes patients diabétiques à consulter un ophtalmologue pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Vous êtes la personne de référence à travers tous ces spécialistes. C'est d'abord vous, la première qui consultez les patients diabétiques. Dans les cas précis, quand ils me sont adressés par les médecins traitant des patients, lorsque le diabète... La première porte d'entrée, c'est vous. La première porte d'entrée, ça reste quand même le médecin généraliste du patient. Et lorsque le diabète on ne le contrôle pas avec le traitement, effectivement, ça nous arrive de prendre la main et d'adapter le traitement. Si on parle de chiffres, concrètement, puisque cette émission fait écho à la Journée mondiale du diabète, ça représente combien de personnes à travers le monde ? J'avais promis au tout début que j'allais donner des chiffres. Donc effectivement, en 2021, nous sommes à 537 millions de patients diabétiques dans le monde, qui représente une augmentation de 74 millions depuis 2019. Donc on assiste vraiment à une pandémie de diabète dans le monde. Proportionnellement, c'est même une augmentation en pourcentage qui est impressionnante. C'est pour ça que ça répond à la définition du pandémie, c'est l'OMS.
Et on estime qu'en 2030, on aura 643 millions de patients diabétiques, qui va représenter 11,3% de la population mondiale. Et en 2045, les estimations sont à 783. Donc, il va être à peu près un pourcentage de 12,3% de la population mondiale. Je veux donner quelques chiffres en Suisse. Actuellement, on est à 450 000, dont 40 000 diabète de type 1 et le type 2 qui représente à peu près 400 000 en Suisse. Pour les professionnels de santé que vous êtes, docteur Verschueren et Ombresin, c'est significatif, ces chiffres, vous le voyez également dans votre patientèle, ces cas qui augmentent? Je pense que c'est tout à fait significatif et qu'il est absolument nécessaire que la consultation pour les patients diabétiques s'organise. Et je pense que pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur quelle est la porte d'entrée du patient diabétique, elle est multiple. Et c'est important de souligner, je pense que la maladie diabétique est une maladie qui répond réellement à une définition de prise en charge par des soins qu'on appelle des soins intégratifs, c'est-à-dire des soins où bien sûr le patient au centre de toutes nos préoccupations est pris en charge par un médecin généraliste, interniste, puis et ou parallèlement endocrinologue, diabétologue, mais qu'autour de ceci s'organisent beaucoup de prestataires de soins qui sont des portes d'entrée. Ça peut être un podologue qui, à l'occasion d'un soin des pieds, va pouvoir se dire ce pied-là, c'est pas un pied qui est tout à fait normal. Il doit y avoir quelque chose et qui pourrait inciter le patient à aller consulter. Et cette notion aujourd'hui de soins intégratifs qui comprend les prestataires de soins multiples, qui s'organisent autour du patient, mais aussi du contexte de vie dans lequel le patient se retrouve, que ce soit dans son organisation sociale, finalement, qui sont ses proches, qui est sa famille, qui sont les gens qui viennent aider à domicile. Tout ça s'organise dans un soin intégratif autour du patient. Et donc la porte d'entrée, elle est habituellement celle qu'on a dit tout à l'heure, le médecin généraliste, le médecin interniste, mais ça peut être une infirmière d'un CMS qui vient pour un pansement dans le cadre d'une plaie qui s'est faite dans une chute banale à domicile, qui aura l'œil clinique pour dire que là, il y a notion de gravité qui serait bon d'investiguer. Donc c'est en soins intégratifs qu'on va pouvoir, je pense, faire face à cette augmentation tout à fait significative du nombre de patients diabétiques en travaillant en réseau et en sortant progressivement d'un modèle de soins qui est un modèle de soins ancien de médecin qui prend un patient, mais d'essayer de travailler tous en groupe avec notre préoccupation qui est centrée sur les besoins spécifiques du patient. Une question peut-être naïve à ce stade, mais est-ce que le diabète peut être réversible? Nous avons le moyen de réagir quand les patients sont en prédiabète. On peut les inciter à changer leur mode de vie, à avoir une alimentation équilibrée, à faire plus d'activité physique. Par contre, quand on arrive dans le stade de diabète, comme je disais tout à l'heure, donc plus de 50% des cellules bêta sont détruites, donc ça reste une maladie chronique qu'on va suivre toute leur vie. Une maladie chronique qui a donc divers effets, d'où aussi le traitement pluridisciplinaire. Dans votre spécialité, docteur Ombresin, donc l'ophtalmologie, les dégâts peuvent être nombreux, mais là aussi ils peuvent être stoppés, réparés s'ils sont pris à temps. Alors oui, c'est tout à fait démontré que plus vous prenez la teinte oculaire liée au diabète précocement dans son décours, plus vous aurez de chances de la stabiliser ou même de la faire disparaître quand il s'agit d'un stade extrêmement précoce. Ça s'applique à beaucoup de maladies et c'est effectivement aussi le cas dans le cadre de la rétinopathie diabétique. Je peux peut-être dire que dans l'ophtalmologie, il existe, on va parler ici beaucoup de la rétinopathie diabétique, parce que c'est effectivement la préoccupation principale, puisque la rétine, c'est un tissu noble, un tissu qui est fait de neurones, et lorsque le dégât est fait sur des neurones, il est difficile d'avoir ce côté réversible de la maladie. Mais le patient diabétique peut avoir, au fond, plusieurs
partie de l'œil qui est touchée par le diabète. Par exemple, la cataracte, qui est quelque chose de relativement banal, si je peux me permettre de le dire ainsi. La cataracte, elle sera plus précoce chez le patient diabétique. Un patient diabétique pourra parfois nécessiter une opération de cataracte déjà autour de 60 ans par rapport à peut-être à peu près une décade plus rapidement que les autres patients où il s'agit d'une cataracte liée à l'âge. Il peut aussi y avoir des maladies neurologiques. On a parlé tout à l'heure de référer nos patients chez des neurologues. Vous pouvez avoir certains nerfs qui sont spécifiques à l'œil qui sont touchés lors de la maladie diabétique oculaire. Donc il n'y a pas que la rétinopathie diabétique, il y a en fait plusieurs cibles dans un même œil qui peuvent être atteints par la maladie diabétique du patient. Mais assurément, plus on prend tôt, moins la sévérité de la maladie rétinopathique sera important et plus le traitement sera léger et efficace et grévé d'un pronostic beaucoup plus favorable, effectivement. Alors, on a entendu tout à l'heure ces chiffres, donc cette pandémie de diabète dont vous parlez, puisque les cas se multiplient vraiment de manière significative. Est-ce que les progrès médicaux permettent aussi de traiter de plus en plus de cas de mieux en mieux ? Bien sûr, mais il est donc impératif de faire un diagnostic précocement et d'entreprendre un traitement au plus tôt de la maladie. Pourquoi ? Parce que le diabète, c'est un facteur de risque pour des maladies graves, c'est un facteur de risque pour les artères, c'est la première cause d'un infarctus, c'est une cause d'accident vasculaire cérébral et aussi de maladies graves quand ça touche les petits vaisseaux, comme ma collègue a évoqué la rétinopathie. Ensuite, nous avons la néphropathie diabétique, donc c'est la première cause de dialyse, le diabète, la neuropathie diabétique. Et est-ce qu'on peut être vigilant à certains symptômes ? Alors oui, l'importance du dépistage, on l'a entendu, mais quel peut être le premier signal d'alerte chez soi un jour ? Le déclic pourrait apparaître parce qu'on a maigri, c'est le premier symptôme. On boit beaucoup et on urine beaucoup, comme je disais tout à l'heure, le syndrome cardinal, la polyurie, qui évoque une manque d'insuline. Une fois qu'on a été pris en charge, la suite aussi, c'est le patient qui souffre de diabète est suivi tout au long de sa vie par de multiples spécialistes. Oui, en effet. C'est très important le suivi, parce que c'est un suivi à long terme, en long cours, et c'est très important l'investissement du patient dans le cadre de plans de soins de sa maladie. Et vous aussi, donc, vous réunissez quelquefois plusieurs médecins autour d'un même patient ? Bien sûr. C'est un travail interdisciplinaire vu la complexité et vu la chronicité de cette maladie. À ce stade, si on devait résumer les recommandations par les spécialistes que vous êtes pour justement aller se faire dépister pour le diabète, ça on a noté. Ensuite, donc oui, j'insiste sur le dépistage parce que c'est une chose extrêmement importante. Plus rapidement on dépiste, mieux on traite. La deuxième point, ce sera de l'éducation du patient diabétique. Certains patients diabétiques arrivent à maintenir un contrôle de leur diabète, ne serait-ce qu'avec le certain changement dans leur mode de vie et avec l'augmentation de l'activité physique. Actuellement, on recommande pour les patients diabétiques une activité physique de 150 minutes par semaine. Idéalement, un mélange entre les activités physiques de type vélo, marche, ce qu'on appelle activité d'endurance, avec les exercices de renforcement musculaire. Troisième point, donc on a parlé du premier point, le dépistage. Deuxième point, éduquer les patients diabétiques. Troisième point, dépister les complications et envoyer aux spécialistes avérés
selon le critère, selon l'anxiété du diabète, selon l'état clinique du patient. Il ne faut jamais oublier la partie clinique, et mettre en place le traitement adapté. Le traitement pour le patient de type 1, je reviens là-dessus, c'est d'emblée l'insuline, un traitement avec lequel il va rester à vie. Pour les patients diabétiques de type 2, on commence avec les antidiabétiques oraux, et quand la sécrétion de pancréas est épuisée, on va mettre l'insuline. Des recommandations plus particulières dans le domaine ophtalmologique, Dr Aude Ambroisin? Pour l'aspect oculaire et de la santé visuelle des patients, je pense que le patient sera aujourd'hui dans des systèmes de soins pluridisciplinaires et intégratifs où il sera orienté dans la troisième partie du sujet qui vient d'être présenté, vers le spécialiste, l'ophtalmologue étant un des spécialistes, puisque l'œil est un des organes cibles du diabète. Si d'aventure le patient était connu diabétique et n'avait jamais vu à ce stade de médecin ophtalmologue, il me semblerait judicieux de pouvoir poser la question lors de la prochaine consultation avec son médecin généraliste ou son médecin interniste endocrinologue, de sorte à avoir ce dépistage, puisqu'effectivement on dit qu'au moment du diagnostic d'un diabète de type 2, il est recommandé, voire nécessaire, d'avoir un examen des yeux immédiatement. Lorsqu'il s'agit d'un diabète de type 1, ça peut être retardé un tout petit peu, puisque c'est en général des patients plus jeunes, comme on a vu tout à l'heure, et que l'atteinte diabétique est quand même, au fond d'œil est quand même quelque chose qui se fait au cours du temps. Mais c'est important pour le type 2 de savoir qu'il peut y avoir eu un décours de diabète de 5 ans ou peut-être plus, et donc le temps pour que des lésions se développent au fond d'œil du patient, alors qu'il n'était encore pas diagnostiqué. Et c'est donc là la grande différence entre le type 1 et le type 2, où on recommande de suite un examen ophtalmologique pour le patient de type 2, alors qu'il peut être retardé de quelques mois, voire selon l'âge du patient, retardé de quelques années pour le type 1. Et concrètement, la question doit être posée. Où est-ce qu'on fait son dépistage? Un jour, on se lève et on se dit « je vais me faire dépister chez mon médecin généraliste ». Ça commence par là? On recommande le dépistage surtout quand il y a des facteurs de risque associés, comme l'obésité, comme le surcharge pondérale, les antécédents familiaux du diabète, ou un diabète pendant la grossesse, un gros bébé à la naissance. Et donc, un gros bébé, c'est plus de 3 kilos? C'est plus de 4 kilos. On appelle la macrosomie fœtale. Effectivement, c'est des facteurs de risque. On sait que cette femme, ils ont un risque de développer un diabète plus tard. Donc oui, on demande un check-up par la glycémie à jeun, comme j'avais dit, la glycémie veineuse, à partir, je dirais, oui, de 40 ans, et plutôt s'il y a des facteurs de risque. Oui. Et pour se faire dépister, ça commence par son médecin généraliste ou on peut aller directement à la clinique? Bien sûr, c'est très facile. Oui, ça doit rentrer dans le cadre de check-up annuel chez le médecin traitant. Pour l'ophtalmologie, c'est prendre rendez-vous chez son ophtalmologue, ou si on n'en a pas, trouvé un ophtalmologue proche de chez soi pour aller se faire un examen général de la vue et en dilatation. C'est de toute façon le protocole habituel pour tout médecin ophtalmologue qui verra un nouveau patient. C'est important de mentionner que lorsqu'on se fait faire des lunettes ou un examen rapide de l'œil chez un opticien ou un maître opticien, ils ont pas la possibilité de dilater la pupille, c'est-à-dire de mettre des gouttes pour ouvrir la pupille et aller voir le fond d'œil du patient. Donc le fait d'aller se faire un examen, c'est déjà très important, parce qu'il y a un facteur de dépistage déjà avec une collaboration qui existe entre les médecins ophtalmologues, les opticiens et les maîtres opticiens. Mais c'est important que cet examen soit un examen médical et de bien distinguer qu'une prescription de correction optique ne va pas remplacer un examen de dépistage de rétinopathie diabétique, par exemple. C'est véritablement deux choses différentes. C'est des choses liées, mais une expertise ne remplace pas l'autre expertise. À chacun son expertise. Et ne se fait pas au même endroit. Elle ne se fait pas au même endroit. Démonstration.
Merci docteur Verschueren, merci docteur Ambresin. Cette journée mondiale du diabète nous a permis, grâce à vous, d'en connaître plus sur cette maladie. Et puis on rappelle le mot essentiel à cette occasion, c'est dépistage. En effet, le dépistage, il est important à tout moment. Tout au long de l'année, il est possible de prendre rendez-vous pour un examen de dépistage auprès d'un médecin ophtalmologue. Mais c'est vrai qu'il existe énormément de dépistages qui sont faits et organisés spécifiquement autour de cette journée mondiale du diabète dans diverses institutions de soins proches du domicile des patients. Et à Suisse Visio, sur plusieurs régions, nous avons des rendez-vous qui sont prévus à l'issue de ce dépistage pour pouvoir dépister les patients rapidement dans cette semaine spécifique. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée au diabète. On le rappelle, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, elle est fixée au 14 novembre en référence à la date de naissance du Canadien Frédéric Grandbonding qui a découvert l'insuline il y a 100 ans.